nombreux pour la présentation du film d'Anastasia Milkova, qui nous fait l'honneur d'être présente parmi nous aujourd'hui, en présence de son Excellence Monsieur François Alabrune, notre ambassadeur également ici à La Haye. Nous allons vous souhaiter une très belle projection de ce film magistral et peut-être donner la parole un instant à Anastasia qui nous rejoindra pour un bord de scène pour celles et ceux qui souhaiteront prolonger cette découverte après la projection du film. Mais peut-être juste nous dire quelques mots et ensuite nous nous retrouverons avec Monsieur l'ambassadeur ainsi que Monsieur Richard Scholz, président de l'Alliance française de La Haye. Et peut-être quelques mots, Anastasia, pour bien regarder votre œuvre. Quelles sont les perspectives qu'il faut avoir un petit peu en français? Bonjour, déjà pour commencer. Je suis très heureuse d'être là, de pouvoir présenter ce film. Merci Hélène pour cette invitation. De pouvoir présenter ce film qui m'est vraiment très cher. Nous avons travaillé sur Woman pendant plus de 4 ans avec Yann Arthus Bertrand, avec qui on l'a co-réalisé. Et nous avons été dans 50 pays différents à la rencontre de 2000 femmes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente. C'est beaucoup de femmes. Et elles nous ont confié, pour beaucoup d'entre elles, des choses dont elles n'avaient jamais parlé à personne. Vraiment, elles en parlaient pour la toute première fois de leur vie. Elles nous ont fait confiance. Et puis le film est sorti le 4 mars 2020, je m'en souviens très bien. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Il est resté 1 semaine en salle. Il devait sortir en simultané dans plus de 35 pays du monde. Et puis, il y a eu une petite pandémie qui a fait que il est resté 1 semaine en salle et puis c'était fini. Et donc, ça a été très difficile pour nous parce que sa vie en salle a été vraiment raccourcie. Et puis, évidemment, il a été montré à la télévision. Il a eu plein d'autres vies. On l'a transformé en exposition immersive. Mais la manière de le regarder dans une salle noire, ensemble, en partageant ce moment avec toutes ces femmes du monde entier, elle est unique, elle est vraiment très spéciale. Et donc nous, on continue à l'accompagner tant qu'on peut, parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et c'est cette vie-là qu'on voulait pour ce film, ce moment collectif où on peut écouter toutes ces femmes et on peut échanger avec elles. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous remercier vraiment particulièrement d'organiser cette projection, parce que même si ça fait déjà 4 ans depuis que le film est sorti, les choses dont elles vont vous parler, elles sont toutes aussi actuelles, en tout cas d'actualité aujourd'hui. Et voilà, donc merci d'être là et je serai là à la fin pour échanger avec vous. Merci. Voilà, chère Anastasia, nous sommes tous encore sous l'émotion de ce film magistral lui-même. C'est la seconde fois que je contemplais votre chef-d'œuvre, mais chaque fois c'est une émotion renouvelée. Voilà. Alors, cet échange a lieu en français, comme tous nos bords de scène, mais si vous avez le souhait tout à l'heure de poser des questions en anglais, nous y répondrons très volontiers. Donc, n'ayez crainte que la langue française ne vous repousse pas. Voilà. Alors, au tout début de cet échange, Anastasia, avant de vous donner la parole, je souhaiterais donner la parole à Monsieur l'ambassadeur, Monsieur François Alabrune, afin que, peut-être, Excellence, vous puissiez réagir à cette œuvre et puis peut-être nous donner un éclairage, parce que le film, nous avons souhaité le présenter dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Peut-être que vous puissiez, vous qui êtes champion du genre, c'est-à-dire que vous-même, vous avez souhaité embrasser ce combat aussi pour que les femmes et les hommes jouissent d'une pleine égalité en droit. Pouvez-vous nous donner un éclairage sur la situation en France, justement, de cette lutte contre les violences faites aux femmes? Merci beaucoup, Hélène. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer toute mon admiration pour ce film que nous venons de voir, qui est vraiment un film extraordinaire. C'est la première fois que je le voyais, et je pense que c'est vraiment un film que tout le monde doit voir.
parce que c'est un film qui ouvre l'esprit sur des réalités universelles, qui fait comprendre effectivement à travers tous ces témoignages extraordinaires toute la diversité, mais aussi toute l'unité de la condition féminine, mais finalement la condition humaine, parce que c'est évidemment un élément intrinsèque de l'humanité. Et je crois que tous ces témoignages, je pense pas avoir vu déjà des films aussi riches, aussi variés, aussi divers, aussi parlants. Donc un grand bravo. J'ai appris comment le film était sorti, je ne le savais pas, et je regrette que le début de la diffusion ait été perturbé, mais je suis sûr que c'est un film qui restera, en réalité, qui restera pour toujours, comme un témoignage intemporel de la condition des femmes. C'est un film qui aussi permet finalement de comprendre tout le sens de ce que nous devons faire et de ce que nous avons commencé à faire pour justement répondre à ce défi. Parce que c'est un film qui parle de la beauté des femmes, qui parle de la force des femmes, qui parle de l'amour que les femmes portent. C'est un film qui parle de bonheur, mais qui parle aussi de souffrance, et qui parle de violence, et qui parle de cette espèce de, comment dire, de défi permanent face à ce mystère, pour moi, en réalité, qu'est cette violence faite aux femmes. Et donc, je pense que cela permet de bien comprendre toute la justification des efforts qui sont faits à différents niveaux, qui sont faits par plusieurs acteurs. Et les États sont évidemment des acteurs importants, et parmi eux, la France, comme vous venez de le rappeler, est un État qui cherche à vraiment apporter toute sa part, et qui a décidé de faire notamment la lutte contre la violence faite aux femmes une priorité majeure. Cette journée du 25 novembre a été marquée de façon tout à fait forte, mais au-delà de la journée, il y a une politique. Il y a une politique qui fait partie notamment de la diplomatie féministe. La France est un de ces pays qui porte cette diplomatie, et d'ailleurs qui accueillera la prochaine conférence des diplomaties féministes, qui aura évidemment comme thème central la lutte contre la violence faite aux femmes. La France agit pour que la Convention d'Istanbul sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles soit ratifiée universellement. Elle est aussi active pour universaliser l'agenda femmes et sécurité des Nations Unies, en particulier par l'adoption et la mise en œuvre d'un plan national. Donc la lutte contre les violences faites aux femmes est un élément central de notre politique et du film. Mais il y a d'autres aspects aussi qui sont illustrés par le film. C'est la question de la liberté de choix, la liberté de choix du destin face à tout ce qui s'impose, face à toutes ces pressions qui sont faites pour que les femmes soient soumises. Et contre cela, il y a aussi un axe important de notre politique, par exemple, évidemment, en ce qui concerne l'avortement. La France a décidé d'inscrire dans sa constitution le droit de pouvoir recourir à l'avortement. Pas beaucoup de pays qui l'ont fait, je crois qu'on est le seul, afin de rendre irréversible ce choix. Et on sait à quel point, dans certains pays, il y a des retours en arrière, et c'est un point, évidemment, qui mérite toute notre vigilance. Il y a également, de notre part, une aide apportée à des associations, à des ONG, notamment en Afrique, afin de contribuer là aussi à renforcer la liberté de choix des femmes dans leur destin. Un autre domaine que je voudrais mentionner, c'est tout ce qui concerne l'espace numérique.
c'est aussi un domaine important. D'abord parce que ça peut être un lieu de violence et de harcèlement. Et de ce point de vue-là, la France porte et a porté aux Nations Unies tout récemment, avec les Pays-Bas d'ailleurs, nous avons travaillé ensemble pour porter une résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies contre les menaces en ligne, particulièrement dirigées contre les femmes, cyberharcèlement également. Et lors du sommet qui aura lieu en février prochain à Paris sur l'intelligence artificielle, le sujet de la protection des femmes sera au centre des débats. La France a aussi initié en 2024 un laboratoire en ligne pour la protection des droits des femmes. Et enfin, je voudrais mentionner que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en tant qu'employeur, se consacre aussi à faire de ce sujet de la protection des femmes un sujet prioritaire. Donc voilà quelques exemples concrets de la manière dont nous traduisons dans nos politiques cette priorité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher François, pour cet éclairage qui nous donne beaucoup de raisons d'espérer et de terminer sur une note d'espérance. Maintenant, je me tourne vers Anastasia, justement, Nicolas. Un des messages phares de ce film, c'est que les femmes ne veulent plus porter le manteau de la honte. Alors, justement, lorsque vous avez réalisé ce film, est-ce que c'était l'objectif que vous étiez assigné, ou est-ce que l'objectif était plus vaste, justement, d'éveiller les consciences sur ces violences que les femmes subissent, et où est-ce qu'on en était finalement? Est-ce qu'on pouvait faire un arrêt sur image sur l'humanité tout entière pour voir où on en était finalement? En réalité, ce film est né de notre précédent projet avec Arthus Bertrand, qui s'appelait Human. Peut-être que certains et certaines d'entre vous l'ont vu déjà. Et pour le coup, dans ce film-là, il y avait tout le monde. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants, des très jeunes, des personnes plus âgées, etc. Et sur les grandes questions de l'humanité, sur l'amour, la famille, la paix, la guerre, enfin voilà, les questions qui sont toujours d'actualité. Et en faisant ce film, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose dans la voix des femmes qui était en train de changer. C'est-à-dire que dans certains pays, où il y a encore 15 ou 20 ans, il était quasi impossible de trouver une femme prête à parler, là, d'un coup, elles étaient là, elles voulaient parler. Et je dis pas qu'elles étaient des millions, hein, mais partout, il y avait des femmes prêtes à témoigner, à partager leurs expériences. Et ça nous a vraiment marqué. C'était pas le but de Human de donner une fenêtre particulière. On parlait des femmes et de la situation des femmes à travers le monde, mais il y avait beaucoup d'autres sujets. Et on s'est dit, tiens, il y a énormément de choses qu'on n'arrive pas à mettre dans ce film et qui méritent vraiment d'être racontées. Et c'est comme ça que naturellement, ce film s'est presque imposé à nous. C'est même pas moi et Yann qui avons décidé qu'il était, le moment était opportun pour voilà, donner la parole aux femmes. C'est parce qu'en fait, il y avait quelque chose qui était en train de se jouer. Et on l'a vraiment senti. C'était comme si c'était déjà dans l'air. Il fallait juste une sorte de déclencheur. Et nous, on a commencé à travailler sur le film en 2015-2016. Et puis un an plus tard, MeToo est arrivé. Et on n'était absolument pas étonnés au moment où c'est arrivé, puisqu'on était en train de tourner. Ça faisait déjà un an. Et donc, partout dans le monde, on était tout à fait conscients du changement que les femmes voulaient provoquer, qu'elles avaient besoin, en fait, d'être entendues. Et pour vous dire la vérité, nous, le but de le départ du film, de ce projet, c'était de comprendre ce que c'est que de naître, de vivre, de mourir dans le corps d'une femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pour moi, le sujet principal de ce film, je dirais, c'est le corps. Parce que finalement, tout se joue autour de ça. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, on le voit très bien, puisque quand on est petite fille, et on n'a pas encore conscience de son corps, très très vite, on va être amené à notre corps de femme. Dans notre physique, dans la manière dont il va grandir, il va avoir des formes, et donc le regard des autres va changer de la manière physiologique, puisqu'il y a plein de choses qu'on va vivre que les hommes ne vivent pas et qui vont rythmer notre existence. Les violences faites aux femmes sont
clairement lié au fait qu'on est et qu'on vit dans un corps féminin, et donc c'est en danger dans la rue, par exemple, d'avoir juste ce corps-là. Enfin voilà, c'est beaucoup de choses qui sont pour moi ramenées à ce sujet-là. Mais l'idée, c'était d'avoir comme ça un portrait très vaste, en partant de l'enfance et en retraçant comme ça les différentes étapes de la vie d'une femme. Et évidemment qu'on voulait parler des discriminations, évidemment que c'était essentiel pour nous de montrer tout ce qui n'allait pas et ce qu'il fallait changer. Mais je vous avoue qu'on pensait pas, je dirais, donner une telle place aux violences. Et ça s'est imposé à nous parce que peu importe, mais c'est terrible ce que je vais vous dire, mais c'est peu importe l'endroit où on allait, peu importe la femme qu'on avait en face de nous, elle finissait, mais beaucoup, beaucoup trop souvent, par nous parler des violences qu'elle avait vécues dans sa famille, dans la rue, au travail, enfin, dans plein de contextes différents. Et au bout d'un moment, on dit aujourd'hui qu'une femme sur 3 a subi des violences ou subit des violences au cours de sa vie. Nous, à travers cette expérience que nous avons vécue avec Woman, c'est-à-dire 2000 témoignages quand même dans 50 pays différents, j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus je dirais que c'est une femme sur 2. Et donc, au bout d'un moment, on s'est dit, mais c'est pas possible, hein. On vit dans un monde qui est malade. C'est pas possible qu'il y ait autant de femmes qui souffrent et que ça soit pas un sujet récurrent du matin au soir dont on parle. Que ça soit pas quelque chose qui nous choque, qui nous chamboule au quotidien. Parce que c'est insupportable, en fait. On n'était que face à des témoignages insupportables. Et donc, au bout d'un moment, après, on s'est dit, ça sera irregardable si on rend proportionnellement tout ce qu'on entend sur ces sujets-là. Donc, on a voulu équilibrer, on a voulu aussi montrer l'extraordinaire force des femmes, comme vous disiez, la résilience, et ce mot est parfois un peu galvaudé aujourd'hui, mais vraiment, cette résilience qu'on a vue parfois dans des situations impossibles. On a vu des femmes qui restaient debout et on a voulu aussi montrer ça, la joie aussi d'être une femme, le bonheur que ça peut impliquer dans le succès que les femmes sont capables voilà, plein de choses qu'elles sont capables d'accomplir malgré les difficultés. Tout ça, on a voulu le montrer, mais sans cacher la réalité. Et c'est vrai que voilà, cette réalité des violences faites aux femmes, elle est terrible et elle est encore beaucoup, beaucoup trop présente. Et vraiment, je dirais partout dans le monde, dans tous les pays, sans exception. Merci beaucoup, Anastasia Nicolas. On l'a vraiment ressenti très fort. Donnez la parole à notre président. Juste une petite question, parce que moi, j'étais vraiment frappé à travers toutes les émotions que j'ai vécues en regardant le film. Pour moi, c'était la première fois que j'ai vu le film, que les femmes sont complètement ouvertes, conscientes de ce qu'ils disent, entre guillemets, naïf. Et ça me fait aussi penser à une exposition qu'on a eue entre nos murs récemment, des photos des années 70, des photos plutôt blanc-noir de Bernard Loueur, où les gens aussi étaient ouverts vis-à-vis de la caméra. Comment vous avez fait ça? Avec toutes les barrières de langue aussi. Alors, c'est un travail de longue haleine, hein. C'est pas, non, elles venaient pas comme ça, ouvertes à la caméra pour raconter leur vie. Je vous assure, non. C'est un travail qui prenait des mois et des mois en amont, avant même qu'on aille sur place dans chacun des pays. C'est drôle parce que souvent, quand on présentait le film avec Yann, Yann disait, oui, parfois on croisait une femme dans la rue et puis elle venait témoigner. Alors, c'est arrivé, je pense, une fois sur 1000, que, en effet, on la croise dans la rue et qu'elle soit tout à fait ouverte à témoigner. Mais 90%, c'était pas tout à fait ça. Parce qu'en réalité, ce que je disais tout à l'heure, que voilà, en faisant notre précédent projet, on a senti qu'il y avait quelque chose dans la parole des femmes. Mais par contre, je veux pas être mal comprise parce que c'était quand même déjà un travail de longue haleine pour les trouver, pour les convaincre, pour leur expliquer ce qu'on faisait. Et pour vous dire la vérité, ce qu'on faisait, on avait ce qu'on appelle des fixeuses, que des femmes, partout dans le monde, qui nous ont aidés à préparer ces tournages. D'ailleurs, ça aussi, ça a été un vrai sujet, parce qu'il y a plein de pays où, naturellement, ce type de travail est fait par des hommes. Parce qu'il fallait travailler le week-end, il fallait travailler le soir, il fallait aller dans des endroits improbables, parfois, etc. Et donc, très souvent, on nous disait, ah ben non, chez nous, les hommes, c'est que les hommes qui font ça. Il n'y a pas de femmes. Et nous, on disait, ah non. Ça, c'est les quotas. Et à chaque fois, on a trouvé des femmes formidables pour nous aider parce que vu l'intimité dans laquelle on était dans ces témoignages, ça aurait été impossible pour beaucoup d'entre elles de se livrer comme ça face à un homme. Et d'ailleurs, on s'est mis d'accord avec mon co-réalisateur Yann Arthus Bertrand qu'il ne ferait pas de
d'interviews sur ce film. Il a fait beaucoup d'images, voilà, que vous voyez entre les témoignages, mais aucun entretien. Et c'est vraiment moi et 5 journalistes, formidables journalistes de mon équipe, qui nous ont accompagnés aussi sur toutes les années de tournage, qui sont partis et qui donc ont travaillé avec des fixeuses sur place. Et ces fixeuses, elles ont travaillé pendant 3, 4, 6, parfois 8 mois en amont pour préparer les tournages. Et qu'est-ce que ça veut dire préparer? Eh bien, souvent, au départ, déjà, c'était quand même assez régulièrement des journalistes ou des personnes qui connaissaient un peu nos métiers. Et donc, elle me disait, bon, ok, par quoi on commence? C'est quoi le casting? Je déteste ce mot, le casting, parce que pour moi, c'était tout sauf un casting. Donc, elle me disait, ok, mais quand même, j'ai besoin de comprendre les critères. Quel âge? Plutôt des femmes jeunes, des femmes âgées? Les deux. Ok, plutôt ville ou campagne? Les deux. Ok, plutôt parcours des femmes éduquées ou des femmes simples? Tout ça. Donc, au bout d'un moment, elle me disait, mais tu veux quoi? Toutes les femmes de mon pays? Comment je commence par quoi pour les trouver? Et en fait, pour nous, le plus important, c'était de leur faire comprendre que le plus grand critère ne reposait pas ni dans leur âge, ni dans le métier, etc., puisque tout nous intéressait. Et on voulait d'ailleurs avoir une sorte de, comme ça, panel très, très large de toutes les femmes, de chacune enfin voilà, peut-être essayer de représenter le plus possible les différents strates de société. Et par contre, ce qui était le plus important, c'était de trouver les femmes qui étaient prêtes à prendre la parole et qui n'allaient pas se mettre en danger en prenant cette parole. Parce que c'est une chose que d'avoir envie de partager son histoire, mais c'est tout à fait autre chose que d'être devant une caméra et de parler des choses les plus intimes, et c'est encore autre chose que ça soit vu par des millions de personnes après, partout dans le monde. Et donc, pour nous, c'était très, très important que chacune d'entre elles comprenne pourquoi on fait ça, et qu'est-ce que ça va devenir, et où ça va aller, et pourquoi on va aborder des sujets aussi intimes. Et d'ailleurs, je dirais par exemple que le sujet le plus difficile à aborder, au départ, en tout cas dans certains pays, ça n'a pas été les violences, ça a été la sexualité. Parler de sexualité, ça, c'est quelque chose qui se fait pas dans encore beaucoup, beaucoup d'endroits du monde. Donc voilà, tout ça demandait énormément de travail en amont. Et après, une fois qu'on sentait que voilà, les femmes étaient en confiance, et je dirais que la clé de notre travail, c'est cette confiance qu'on devait construire avec le temps, en prenant le temps. Eh bien, on partait dans chacun des pays, on restait plusieurs semaines, et on faisait que ça, des entretiens. Et chaque entretien prenait 2 heures, 3 heures, parfois 4 heures. Là, pour un extrait que vous voyez qui dure 1 minute 20 ou 2 minutes, en fait, c'était des entretiens qui pouvaient durer des heures et des heures. Parce qu'évidemment, on peut pas arriver sur place et au bout de 10 minutes d'interview dire à une femme, est-ce que tu as envie de me raconter ton premier orgasme? Vous voyez ce que je veux dire? C'est impossible. On me dira, tu as vécu le viol, tu veux le partager? C'est impossible. Ça demande beaucoup, beaucoup de confiance. Et donc, on y allait, voilà, petit à petit, en commençant par des choses assez anodines du quotidien, en commençant par des choses, en remontant le fil de l'histoire, en parlant de leur enfance, en parlant de beaucoup de choses comme ça qui les ramenaient aussi à leur vie, à leur réalité. Et en réalité, ce qui se passait souvent, enfin, pas toujours, mais souvent, c'est qu'au bout d'un moment, elles ne parlaient même plus à nous. Elles se parlaient à elles-mêmes. C'était comme si elles rentraient dans une sorte d'introspection. Et souvent, on me dit, c'est pas tellement un travail de journaliste que vous avez fait, c'est plus un travail de psy, puisque finalement, c'était une sorte d'introspection pour beaucoup d'entre elles, qu'elles n'avaient absolument pas le temps ni l'occasion dans leur vie d'avoir, où d'un coup, elles repensaient à tout ce qu'elles avaient vécu et l'impact que ça pouvait avoir sur leur vie. Et très souvent, au bout d'un moment, elles oubliaient même qu'il y avait une caméra et qu'on était là, en fait, pour faire une interview. Et d'un coup, c'est comme ça qu'elles ont livré des choses qu'elles n'avaient jamais racontées à personne. Et il y a des femmes qui m'ont dit à la fin des entretiens, personne ne le sait, mes enfants ne le savent pas, mon mari ne le sait pas. Donc moi, après, c'était à nous, en fait, de les ramener à la réalité, de dire, mais attention, je sais que là, on est dans un endroit, comme on dit, le safe space, dans un endroit très sécurisé, on est entre nous, en toute confiance, mais il faut que vous soyez très consciente que ça sera vu par des millions de personnes. Et il y a des femmes, avec les témoignages, notamment les témoignages les plus sensibles, que vous voyez sur les viols, sur les violences extrêmes, sur l'avortement en Chine, voilà. C'est des femmes qu'on a recontactées des mois après, en disant, ok, parce que le projet a pris plus de 4 ans. Donc, on peut aussi dire que ça peut changer la vie d'une femme, ou les choses qu'elle a envie ou non de partager. Il y a un moment où tu as envie peut-être de parler de ça, 2 ans plus tard, non. Et donc, nous, on est revenu vers elle jusqu'au dernier jour du montage en disant, est-ce que vous n'avez pas changé d'avis? Vous pouvez changer d'avis. Il suffit d'un coup de fil, il suffit d'un mail, il suffit juste d'un message. On n'utilisera pas tel ou tel extrait, vraiment. Parce qu'avant tout, on voulait que les femmes soient fières
d'être dans ce film, et pas quel est le sentiment qu'on leur a volé quelque chose, et puis qu'on a disparu dans la circulation, et ils savent même pas du tout ce que c'est devenu. Et pour vous dire la vérité, moi je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de femmes qui changeraient d'avis. Parce que voilà, tu te dis, comme je vous explique, c'était des moments tellement hors temps, hors tout, on peut s'oublier. Et après, je me suis dit, mais en revenant à la réalité, en reparlant à leurs proches, etc., forcément, il y en a plein qui vont changer d'avis. Et bien, sur 2000 femmes qu'on a rencontrées, il y en a peut-être une quinzaine qui ont changé d'avis. Donc, c'est pour vous dire, quand on dit que les femmes sont prêtes, qu'elles veulent être entendues, c'est quelque chose que vraiment on a constaté. Elles voulaient, et moi, je leur disais, mais t'as bien réfléchi. Au bout d'un moment, elles me disaient, non, mais c'est bon, je suis adulte, j'ai réfléchi, je veux. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on se dit, ok, mais c'est important que tous ces messages-là, même les plus difficiles à entendre, si elles ont trouvé le courage de le dire, c'est qu'on doit avoir le courage de l'entendre. Magnifique, merci beaucoup, chère Anastasia, merci. Donner une voix, la voix des femmes, c'est vraiment un des paradigmes justement de cette lutte pour lutter contre les violences faites aux femmes, mais pour donner aux femmes toute leur majesté. Donc merci d'y contribuer si grandement. Très volontiers donner la parole à la salle. Je crois que peut-être Léonie va pouvoir faire circuler le micro afin qu'on prenne vos questions. Bonsoir. Ah, ça marche pas. Si je pense que si vous incitez un tout petit peu. Bon, moi, je pense qu'on m'entend comme ça. Je pense que ça va marcher. Ça va marcher. Ah, mais non, ça... Je pense qu'on m'entend comme ça. Voilà, j'habite aux Pays-Bas, je suis mariée avec un Néerlandais. Je suis très contente d'être mariée avec un Néerlandais. J'ai tout de suite compris que ça serait plus facile pour moi en tant que Française d'être mariée avec un Néerlandais. Merci beaucoup. Et ce film, d'abord c'est mon mari qui a voulu venir. Alors, non mais en plus il n'aime pas le cinéma. Donc je me dis, je viens avec lui quand même. Et je suis bouleversée. Je vous remercie vraiment énormément Anastasia, c'est impressionnant. J'ai une petite question toute simple. Est-ce que les femmes qui ont été dans ce film, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont vu le film? Voilà, c'est ma question. Mais encore merci, hein, vraiment. Merci. Et c'est énorme. Merci. Merci beaucoup. Déjà, je suis très heureuse d'entendre que c'est votre mari qui vous a amené, parce que généralement, c'est l'inverse. Et plutôt, il faut traîner les hommes, il faut les entraîner, en tout cas, avec nous. Parce qu'au départ, très souvent, ils se disent, mais woman, encore, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va encore entendre? Et il y a beaucoup, en amont, il y a pas mal de réactions comme ça. Mais par contre, une fois que les hommes voient, les réactions sont très différentes. Et voilà, c'est pas un film qui est là pour diviser. C'est un film pour nous faire réfléchir, pour nous faire prendre conscience et pour réfléchir ensemble au monde qu'on veut demain, en fait. Et pour répondre à votre question, alors je peux pas garantir que toutes les femmes ont vu ce film, évidemment. Après, on a fait tout ce qu'on pouvait. Comme je disais au tout début, avant la projection, le film devait sortir dans plus de 35 pays du monde, et donc on avait imaginé énormément de choses, de très très grandes projections, comme des toutes petites projections, pour justement que ces femmes voient, mais aussi que plein d'autres femmes qui n'ont absolument pas la possibilité d'aller au cinéma puissent le voir. Ça a été pas mal chamboulé à cause de la pandémie, et puis donc on a dû repenser complètement la communication et la manière de le montrer. On l'a donné beaucoup aux associations, par exemple, qui nous ont aidés, aux acteurs locaux qui nous ont accompagnés pour que eux puissent organiser des projections, des débats, parce que c'est aussi un film quand même qui souvent nécessite, un accompagnement. Et c'est pour ça que j'essaye, tant que je peux, de l'accompagner le plus possible, parce que je pense que la démarche et tout ce qu'il y a derrière, c'est tout aussi important que les messages qui sont dans le film. Et donc, on a essayé, on a monté des projections, on a fait des choses à distance, maintenant on fait de plus en plus de choses à distance, etc. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui l'ont vu, on a eu beaucoup de retours. Après, on a aussi été parti dans des endroits du monde qui sont très inaccessibles, très reculés, où on a mis, presque une semaine pour y aller, au fin fond de l'Amazonie, ou dans la vallée de l'Omo en Éthiopie, où c'était tellement dangereux que l'équipe ne pouvait plus ressortir après le tournage et dû rester plusieurs jours avant de pouvoir repartir. Donc là, ça a été beaucoup plus difficile, donc je ne pourrais pas garantir qu'elles ont toutes vu, mais c'était quand même notre démarche. Évidemment, c'était de leur montrer le film, et c'était encore une fois, comme je disais, qu'elles soient fières. Et on a fait 2 avant-premières.
assez spectaculaires, enfin très impressionnantes. La première, c'était à l'ONU, et c'était très important pour nous parce que justement, une fois par an, ils ont un événement au mois de mars qui rassemble tous les États et The Commission on Status of Women, ça s'appelle, et tous les États pour justement penser, travailler sur ces questions-là, sur des nouvelles lois pour mieux protéger les femmes. Et on a fait une très grande projection dans la grande salle de l'ONU pour montrer ce film aussi aux acteurs politiques et les faire réfléchir sur tout ça. Et puis on a fait notre avant-première cinématographique à la Mostra de Venise. Et là, on était dans une salle de 2000 personnes et on a fait venir plusieurs femmes qui témoignent dans le documentaire avec nous. Et il y a eu une standing ovation qui a duré, je ne sais pas, j'étais là physiquement, mais j'étais ailleurs à ce moment-là, mais il paraît que ça durait 8 minutes. Et pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on pourrait leur offrir parce que c'est à elles, c'est pour elles. Avant tout, évidemment que nous, on a été là, on a écouté, mais c'est leur courage avant tout que les gens voulaient applaudir. Et voilà, de les voir là et de voir les gens aussi bouleversés, aussi chamboulés par ce qu'ils avaient à partager. Voilà, pour nous, ça a été très important. Merci Anastasia. Nous mesurons encore plus la chance que nous avons de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et surtout, nous mesurons à quel point, nous le savons déjà, Yann Arthus Bertrand est un immense humaniste. Et comme vous, à ses côtés, vous l'êtes aussi. Et vous diffusez un cinéma humaniste, la façon dont vous traitez les sujets avec tant d'humanité. Vraiment, grande reconnaissance à vous. Peut-être une autre question. Nous avons 2 questions à la salle. 3. Oui, bonjour et merci beaucoup. Félicitations. La réflexion que ce film amène, c'est comment on peut utiliser ce matériel. Et Monsieur l'ambassadeur parlait d'objets d'éducation. Est-ce que c'est envisageable de présenter et de presque imposer ce film dans les lycées en France, aux Pays-Bas et dans d'autres pays? Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'utiliser un tel film comme objet d'éducation? Merci beaucoup. Je ne peux parler que de la situation aux Pays-Bas, sachant que imposer, sans doute pas simple, mais en revanche, recommander, s'agissant des écoles françaises et du lycée français, notamment de La Haye, je pense que ça ne peut qu'être souhaité qu'il y ait une recommandation forte aussi pour les écoles françaises d'Amsterdam. Pour le reste des écoles néerlandaises, ça je ne sais pas, et peut-être d'ailleurs que Anastasia a, sur la manière dont le film a été projeté dans les établissements d'enseignement aussi, une expérience à nous livrer. Alors oui, nous avons longuement travaillé avec le ministère de l'Éducation en France. Est-ce que vous connaissez un petit peu l'éducation nationale? C'est très long. Et alors, nous avons travaillé pendant presque 1 an. Et oui, ça a été partagé, en tout cas, comme vous dites, recommandé, avec tout un document qui accompagne aussi selon le niveau scolaire, selon l'âge, parce qu'on peut pas tout montrer de façon, comme ça aux enfants. Donc c'était thématisé, découpé, le film avait été découpé, thématisé, accompagné pour aider aussi les enseignants à l'utiliser. Après comme il y a eu la pandémie et c'était pile l'année, c'est vraiment, ça nous a beaucoup desservi. Donc au moment où ça a été partagé, c'était le moment où les cours étaient en ligne, où il y avait pas mal de choses qui étaient déjà chamboulées, etc. Donc on n'a pas eu, comme sur notre précédent film Human, on avait eu un vrai retour sur la manière dont il avait été utilisé dans les écoles et ça a été formidable. Là, on a moins compris, senti vraiment les résultats en fait de tout ça, mais je sais qu'il a été partagé, je sais que ça a été donné aux enseignants pour qu'ils puissent le faire. Et en effet, on continue à le faire aujourd'hui. Et chaque école qui souhaite le partager, qui souhaite avoir un débat derrière, plutôt collège, lycée, quand même, on est plutôt évidemment sur ces âges-là. On le fait avec grande joie. Et aujourd'hui, nous avons totalement les droits sur le film. Et donc, nous pouvons le partager de façon complètement gratuite quand il s'agit des choses comme ça, non commerciales et voilà, à intérêt public, on va dire.
Alors, je tiens à préciser que Monsieur Antoine Pelon, proviseur adjoint du lycée Van Gogh, est parmi nous, donc il aura sans doute entendu le message. Et puis donner la parole à Richard aussi, qui est professeur. Pour monsieur qui a posé la question, je viens de chercher là qu'aux Pays-Bas existe depuis le 1er juillet dernier une loi contre le harcèlement dans la rue, l'espace public. Bon, c'est du papier, hein. Le papier, on appelle en irlandais papiertijgers, c'est des tigres de papier, parce que c'est très difficile à maintenir la loi, hein, siffler dans la rue, des choses comme ça. Mais de l'autre côté, avec ce loi, il y a aussi un projet de remise en question des stéréotypes sur la masculinité dans les écoles. Donc là, un tel documentaire est parfait, en fait, je trouve, pour montrer dans les lycées. Absolument. Voilà, encore une autre piste de collaboration, mon cher Richard. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte en faisant ce film, pour rebondir à ce que vous dites, que plus on commence tôt, plus on a de chances quand même à avoir des résultats. Hein. Parce que ça veut pas dire qu'on peut pas changer plus tard dans la vie. Il n'est jamais trop tard pour reconsidérer certaines choses et voilà. Et personne n'est perdu complètement, sauf certains, si certains sont un peu perdus. Mais c'est vrai que si on commence assez tôt, déjà de prendre conscience en fait de tous ces sujets, déjà de réaliser qu'il y a une énorme différence. Moi, à la fin de Woman, j'ai eu un enfant, j'ai un garçon qui aujourd'hui a 4 ans. D'ailleurs, l'année où Woman est sorti, il est né. Et je me rends compte déjà à 4 ans, la différence dans le comportement entre les garçons et les filles. Heureusement qu'on commence à travailler sur ces sujets, mais vraiment, je le vois, il est là il attend qu'on vienne vers lui. Et donc, je vois ses 2 meilleures copines qui tout le temps sont autour comme ça, et lui, il est là, il attend. Et elle lui offre la crêpe, et lui, il est là. Et à un moment donné, je me dis, mais déjà maintenant, il faut qu'ils comprennent que non, ce n'est pas ça la bonne attitude. Ce n'est pas attendre qu'on t'amène quelque chose. Ce n'est pas qu'on te tourne autour. Et la petite fille, non, ce n'est pas ça la bonne attitude. Ce n'est pas parce qu'il attend que toi, tu dois venir. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, toutes ces mini choses, c'est toutes ces choses-là qui construisent finalement un schéma de pensée. Et ce schéma-là, une fois qu'il est ancré en nous, je me suis rendu compte que c'est très compliqué de déconstruire. Parce qu'on dit aujourd'hui, mais pourquoi ça prend autant de temps, etc. Mais vous imaginez, c'est un schéma qui est installé depuis des centaines et des centaines d'années. Et là, d'un coup, on se dit qu'en 10 ans, en 20 ans, on va tout chambouler comme ça et tout va... C'est impossible. Et donc, d'où l'importance de commencer tôt et moi, je me suis rendu compte que voilà, il n'y a pas de petits ou grands sujets. En fait, tous les sujets sont importants. Et donc, si on commence par les discriminations, eh bien, on va parler déjà aux grandes discriminations. Parce que finalement, voilà, une femme à qui on va couper la parole, au bout d'un moment, au bout de 100 fois, 200 fois, elle va comprendre qu'il faut plus prendre la parole. Une femme à qui on va dire que telle carrière ou telle carrière n'est pas pour elle, ou tel sport n'est pas pour elle, dès l'enfance, eh bien, c'est comme ça qu'on finit avec des métiers qui restent encore extrêmement déséquilibrés en termes de représentation, etc. Donc, c'est toutes ces choses-là sur lesquelles on doit travailler. Et en effet, les lois sont importantes, mais l'éducation qu'on donne à nos enfants, c'est ce qu'il y a de plus important. En parlant d'éducation et de petits gestes et de grands gestes, nous avons souhaité mettre à votre disposition, vous avez dû voir, on a fait passer cet instrument qui s'appelle le violentomètre, qui a été créé en France par plusieurs ministères réunis, y compris même le ministère de la Santé. Et maintenant, vous trouvez souvent en France, même dans les cabinets médicaux, ce violentomètre posé de façon tout à fait, disons, innocente sur la table. Et c'est tout à fait étonnant de voir effectivement que de petits gestes à grands gestes, on peut arriver à des degrés de violence inacceptables. Et j'avoue que la première fois que j'ai vu ce violentomètre, moi-même, il m'a complètement... j'allais dire médusée, littéralement interpellée, parce que tous les petits gestes dans la partie finalement qui est entre le vert et le rouge-orange, je pense que absolument tout le monde a dû, enfin toute femme en tout cas, a dû en faire l'expérience et a peut-être pensé que c'était acceptable, alors que ça ne l'était déjà plus. Et donc toute une éducation effectivement pour déconstruire des comportements finalement humains et sociétaux, dans toutes les sociétés, qu'elles soient occidentales ou pas,
c'est une longue pédagogie. En tout cas, ces violentomètres sont à vos dispositions et on peut effectivement les commander même gratuitement et les disposer dans les écoles, dans les lieux publics en règle générale. Et c'est vraiment très intéressant d'en prendre conscience. Je vais prendre une autre question. Merci. Bonjour, mon nom est Laura. Merci beaucoup Anastasia, c'est exceptionnel ce qu'on vient de voir. Je me posais la question par rapport à la diversité de la sexualité et des genres des femmes. Pourquoi n'avez-vous pas donné plus la parole à des femmes notamment homosexuelles, trans, non-binaires, pour donner une liste non exhaustive? Bien sûr. Alors, pour le coup, on a rencontré vraiment tout le monde. Et il y a plein de femmes qui sont homosexuelles, par exemple, dans le film, mais juste elles parlent d'autre chose que ça. Et donc, on le sait pas. Pour le coup, c'est vrai on s'est rendu compte, après avoir fini le montage, que dans la partie sexualité, il n'y avait pas de femmes lesbiennes, par exemple, homosexuelles. Donc, on s'est dit, c'est très important. Et on a rajouté le témoignage, en plus, d'une femme indonésienne, musulmane. On s'est dit, c'est important d'entendre aussi ces femmes-là parler de ces sujets-là. Et il y a une femme trans au tout début, et je trouvais ça magnifique, d'ailleurs, que ce soit un des tout premiers témoignages. Ça a été un débat entre moi et Yann Arthus Bertrand, justement pour parler de ce que c'est que d'être une femme. Et voilà, donc après, c'était, comme on parlait de beaucoup de choses, on voulait pas ramener, à chaque fois la personne à son identité, ou à préciser son orientation sexuelle. Donc parfois, elle nous parle d'autres choses, du travail, vous voyez ce que je veux dire, de la vie quotidienne, des violences, et on sait pas, et après, sur la question du genre, on s'est rendu compte, finalement, que c'était très compliqué de mélanger les témoignages, par exemple, des personnes non binaires, ou voilà, des personnes trans, etc., avec les témoignages de femmes cisgenres, enfin, voilà, de tous ces vécus-là, parce qu'il y avait autre chose souvent qui se jouait dans le parcours, d'autres types de violences, d'autres types de rejets, et on voulait pas tout mettre dans le même panier. On s'est dit, ça serait important de raconter ça séparément, parce que c'était pas le même schéma, et ça demandait une meilleure compréhension, en fait, de ce qui se jouait derrière, de pourquoi, de comment. Et comme on n'avait pas la place, donc l'idée c'était pas de mettre juste 2-3 témoignages comme ça isolés. Et donc on a fait ce choix, plutôt que de les survoler, dans ce cas-là, de pas aborder ça spécifiquement. Mais c'est intéressant parce que je viens de faire un projet qui a absolument rien à voir, mais avec la marque Sephora, qui est spécifiquement sur ces questions-là, et qui paraît un projet mondial sur la question de l'identité, de la beauté, de la perception de la beauté aujourd'hui, et de ce que ça veut dire de vivre dans des corps très différents. Et c'est des sujets qui, moi, me tiennent vraiment à cœur, et je trouve que c'est très important aujourd'hui qu'on commence à peine à en parler, à s'interroger, et à les visibiliser surtout. Donc, c'est c'est un travail continu. Merci Anastasia. Peut-être prendre encore une dernière question. Oui, madame. Enfin, 2 questions, quoi. Est-ce que vous avez vu une évolution sur la parité dans les audiences? Dans le public, vous voulez dire? Non. Non, je vais être très honnête, non. Il n'y a pas de parité dans le public, non. Et malheureusement, on aimerait beaucoup qu'il y en ait plus. Et d'ailleurs, je suis heureuse parce que ce soir, je trouve, il y a pas mal d'hommes qui sont venus, et c'est important, de tout âge en plus. C'est aussi ça qui est important. Et c'est vrai que c'est un peu le sujet. C'est-à-dire qu'on se rend compte que très souvent, sur ces sujets-là, malgré tout, on se retrouve entre femmes. Et donc, on se retrouve presque entre personnes qui sont déjà d'accord. On est déjà d'accord pour dire que voilà, tout ça, ça doit changer, et que tout ce qu'on a vécu, on le sait. Donc, chacune des femmes, j'ai quasi jamais rencontré de femmes qui me disent, alors là, je vois vraiment pas, j'ai pas compris. Non. Mais d'avoir les hommes à nos côtés, et aussi qui se sentent pas exclus. En fait, très souvent en amont, comme je disais, se disent, oh là là, qu'est-ce qui va encore nous être, voilà. De quoi on va nous accuser? Et donc, ils viennent un petit peu à reculons. Mais après, une fois qu'ils sont là, les retours que j'ai eu des hommes, c'est bouleversant. Parce que très souvent, ils viennent, alors ils osent pas toujours prendre la parole comme ça dans la salle, mais très souvent, ils viennent me voir et ils me disent, mais vous savez, il y a qu'une seule chose que j'ai envie de faire là, j'ai envie de rentrer chez moi et de parler de tel ou tel sujet avec ma femme, avec ma fille. En fait, on n'en parle jamais. Et là, j'ai pris conscience de plein de choses auxquelles j'avais jamais réfléchi.
Et c'est toute la démarche du film, elle est là. Et d'ailleurs, c'était très intéressant parce que même en faisant ce film, c'était un dialogue permanent entre moi et Yann Arthus Bertrand, parce que vous avez complètement raison, c'est un grand humaniste, quelqu'un très ouvert d'esprit, mais en même temps, c'est un homme aussi d'un certain âge qui a son parcours de vie, sa vision des choses. Il y avait plein de sujets sur lesquels il n'avait pas du tout la même compréhension, ce qui est normal, hein, que moi. Et donc, ça a provoqué des grands débats entre nous, déjà avant même que d'autres le voient. Par exemple, les règles. Je me souviens, quand la première fois, je lui ai dit dans le film, on va parler des règles, d'ailleurs assez tôt, lui, il m'a regardé, il m'a dit, ça intéresse qui? Mais attends, il y a des vrais sujets quand même à aborder. Les discriminations, les violences, enfin voilà, l'excision, le viol, hein, tout ça, c'est des vrais sujets. Les règles. C'est un homme, donc, très ouvert d'esprit, qui a 3 sœurs, qui a grandi avec 3 sœurs, une femme qui a de petites filles. Enfin, je veux dire, il est entouré par des femmes. Jamais dans sa vie jusqu'à ce jour, il s'était dit que les règles, c'était important dans la vie d'une femme. Mais parce que je pense qu'en fait, même nous, les femmes, on n'en parle quasi jamais. C'est d'ailleurs tout un sujet qui prête à beaucoup de blagues, beaucoup de réflexions, voilà, etc. Donc, on n'y va pas trop. Et en fait, je lui dis, tu sais, on va pas discuter dans des heures, ça sert à rien pour oui ou non, c'est important. On va faire quelques interviews, et puis tu vas les écouter, et puis on va en parler. C'est ce qu'on a fait. On n'a jamais eu besoin de reparler de ce sujet. Il m'a dit, mais c'est hallucinant. Tout ce qui se joue, enfin c'est incroyable, voilà. Et donc c'était un non-sujet. Un autre sujet qui l'avait par exemple bouleversé, c'était le danger que la rue représente pour toutes les femmes. Je pense que je ne connais aucune femme qui m'a dit, ah non, moi dans la rue toujours tranquille, jamais rien arrivé. Je pense que ça n'existe même pas. Et c'est que chacune d'entre nous, on sait ce que c'est que parfois le soir dans une rue, en fait même s'il n'arrive rien, on n'est pas à l'aise. On sait que ça peut arriver. Et on a ça en tête. On garde ça en tête. Et donc on grandit. Je me souviens, il y a un témoignage qu'on n'a pas pu utiliser, mais qui m'avait tellement bouleversée. D'une femme italienne qui a dit, moi, il m'est jamais rien arrivé dans la vie, dans la rue, dans les soirées, mais parce qu'en fait, je passais ma vie à éviter. Donc, j'ai toute ma vie mis en place des stratagèmes pour que ça ne m'arrive pas. Et bien qu'il avait dit, mais c'est incroyable. Non, en tant qu'homme, on ne pense jamais à ça. C'est la rue n'est pas un espace où on pense, oh là là, il va nous arriver quelque chose. Je dis, mais tu imagines le poids que ça représente. C'est déjà dès ton enfance d'y penser, tout le temps. Et voilà, donc c'est tout ça, en fait, qu'on a voulu aussi aborder de plein de façons différentes et de se dire, c'est aussi une porte pour que les hommes nous comprennent mieux. Parce qu'il y a plein de choses qui se jouent dans la vie d'une femme que les hommes ne savent pas et c'est normal qu'ils ne comprennent pas. Et donc c'est un film de dialogue. Et voilà, et j'espère que les hommes qui le voient, eh bien, ça permet un dialogue aussi autour d'eux après. Merci. Vous n'avez pas songé à faire parler les hommes sur les femmes? Si, c'est pour finir, peut-être je peux dire un mot là-dessus. Si on voulait, après Woman, on voulait finir la trilogie en faisant Human, Woman, Man. Et on avait même commencé, et puis donc il y a eu cette pandémie, et puis voilà, ça a été un peu compliqué. On nous a proposé de faire les interviews par Zoom. Vous imaginez ce type d'interview par Zoom, ça me paraît difficile. Et donc voilà, après, à un moment donné, on a eu envie aussi, avec Yann, de faire des projets, voilà, chacun de notre côté. Yann est revenu plutôt sur les sujets de l'écologie. Moi, là, j'ai fait mon dernier film, c'est un film encore pas très drôle, qui parle d'inceste, avec la grande comédienne française Emmanuelle Béard, qui témoigne pour la première fois de ce qu'elle a vécu dans son enfance. Voilà, parce que c'est pareil, c'est un sujet que j'ai découvert, enfin là, dont j'ai découvert l'ampleur à travers Woman, et je me suis dit, mais il faut qu'on prenne conscience, en fait. Il faut qu'on prenne conscience de ce que ça représente dans la société. 10% de la société française, par exemple. Donc voilà. 6 millions de personnes, enfin, c'est hallucinant. Et voilà, et donc, ça, on a mis un stand-by ce projet, mais peut-être qu'un jour, on y reviendra, je ne sais pas, peut-être. Ça mériterait, en tout cas, d'être, je pense, couvert. Merci Anastasia. Quelle œuvre est la vôtre? On aurait aimé prolonger, mais malheureusement, il va nous falloir clore cet échange. En tout cas, en vous remerciant très chaleureusement, chère Anastasia Likova, pour votre présence parmi nous. Merci beaucoup également à Monsieur l'ambassadeur François Labrume, ainsi qu'à Monsieur le Président Richard Schreurs de nous avoir honorés de vos présences pour saluer cette œuvre magistrale qu'est Woman, ici à La Haye ce soir. Merci. Parlez-en autour de vous, c'est un film qui mérite d'être vu par le plus grand nombre. Merci beaucoup.
Je vais venir en vélo. Nathalie, tu es en vélo ou en transport? Si. Que ça soit une bonne je fais un effort. Ouais, plein. Non, là, c'est pas le banc gauche. T'as bougé combien de temps? C'est la jonction, il faut. Voilà. Là, c'est parfait.